On va commencer avec le premier panel qui s'appelle Réflexion et révision, regard sur les fondements des approches CCO. Et la première présentation est intitulée la triple mimesis de Ricoeur comme herméneutique des événements de communication constitutifs de l'organisation. Et cette présentation est faite par François Lambotte, Joanne Joszik et Christelle Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Je partage l'écran. Voilà, on y est. Je vais mettre la lunette ici. Je vais mettre en plein écran, n'est-ce pas? Ok. On y va? Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, désolée pour les petits soucis de tout à l'heure. On n'avait pas compris que notre micro fonctionnait. Donc voilà. On est très contente et content, je parle pour François, d'ouvrir ce panel et d'être là aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Je tenais à dire que je reviens de mon congé de maternité. Donc, je suis très contente de reprendre le travail en si bonne compagnie. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est une proposition méthodologique, une sorte de moyen d'explicitation en fait, de dialogue entre les données empiriques et les concepts. Donc, on va revenir dans un premier temps sur la jeunesse de cette méthode. C'est l'histoire de Christelle, François et moi qui discutons beaucoup dans les couloirs et avec voilà, une réflexion récurrente sur la collecte de données liées à des méthodes ethnographiques, sur cette montagne de données face à laquelle nous retrouvons des données qui sont abondantes, hétéroclites. Et on a un groupe WhatsApp qui s'appelle les CCO Lovers. Et finalement, de toutes nos conversations ont émergé cette discussion, mais comment sélectionner ces événements de communication dans cette montagne de données. Alors, en 20 ans de CCO, il y a un développement foisonnant de concepts qui a émergé. Et on se base aussi sur un article qu'on a lu de Schönenborn et ses collègues qui amène l'idée que ce bagage conceptuel, il mérite, donc il doit être appliqué maintenant à travers, dans l'étude des différents phénomènes constitutifs de l'organisation. Et c'est vraiment là-dessus, vu que nos recherches sont aussi, nos recherches en cours sont vraiment mises en place en vue de produire une réflexion sur les processus communicationnels qui engendrent l'organisation. Il y avait vraiment cette volonté d'amener une proposition, une réflexion d'ordre méthodologique quant à cette sélection d'événements de communication, avec deux volontés. Tout d'abord, de ne pas trahir le terrain, de ne pas trahir ce que les acteurs nous ont dit, de ne pas tomber dans la surinterprétation, et aussi dans la volonté de ne pas tomber dans le piège de coller nos données dans de la théorie, que nos données soient là pour illustrer à un moment donné un concept, et se dire, bah, tiens, comment on ne tombe pas dans ce piège. Alors, par rapport à cette jeunesse, justement, quand on parlait de notre terrain avec notre promoteur, François Lambotte, il est venu avec cette idée, tiens, pourquoi on n'explorerait pas Ricoeur, le récit, pourquoi on n'explorerait pas une herméneutique par le récit et quelque part aller dans les données à travers un récit du terrain, en fait, qui serait une sorte d'intermédiaire. Donc, ça correspondait bien à notre envie, notre besoin, finalement, d'expliciter l'articulation entre théorie et données. Et donc, finalement, mais pourquoi s'intéresser aux méthodes de sélection des événements de communication, vu que c'est ce qu'on propose. Donc, pour un petit peu voilà, bien ancrer et situer toutes ces réflexions, on est revenu sur la littérature CCO et en se posant une question. Finalement, comment les événements de communication considérés comme constitutifs par les chercheurs sont sélectionnés? Et donc, pour pouvoir répondre à cette question, on a vraiment fait une revue littérature ciblée sur les textes produits au sein de l'École de Montréal, ciblée parce qu'on a cherché dans les articles qui explicitement faisaient état de méthodes ethnographiques. Et sur base de ça, on est tombé sur deux constats.
deux démarches de sélection se dessinent en fait dans cette tradition montréalaise. D'abord, il y a les articles de nature plus conceptuelle qui vont vraiment décortiquer la notion, le concept, la modalité, mais qui vont du coup quelque part utiliser, c'est pas le bon mot, mais qui vont montrer l'événement de communication dans l'approche de la vignette illustrative. Et donc la sélection ici n'est pas spécialement justifiée, elle illustre en fait le concept. Et le deuxième groupe d'articles était plutôt lié à des contributions théoriques ou basées sur une démarche abductive. Et dans ce cas-là, en fait, il y avait vraiment une analyse préliminaire des données qui était plus systématique et où le schéma organisant émergeait en fait vraiment d'une approche abductive. Et donc là, c'est notamment les travaux de Consuelo et al. En 2018. J'ai plus en tête tous les auteurs, mais il y avait comme ça cette démarche centrée sur le récit également. On rappelle aussi que dans les racines de la CCO, Ricoeur en fait fait partie déjà des sources d'inspiration du mouvement. Donc Ricoeur fait partie des sources d'inspiration continentales, et ça c'est François Coron et ses collègues qui en 2011 nous le rappellent. Et c'est vrai que si on retourne dans les textes fondateurs de Taylor, celui de 93, 99, 96, on parle beaucoup de Ricoeur en fait et de narrativisation de l'expérience. Donc, voilà, sur base de tout ça, on a développé, chemin faisant, une méthode qui se base sur l'herméneutique du récit, de Ricoeur. Et l'idée, c'est vraiment, parce que Ricoeur propose d'articuler dans son herméneutique le temps passé, le temps narré et le temps interprété autour du concept de la triple mimésis. Et donc, il y a vraiment ces trois étapes, ces trois phases qui existent dans le processus d'interprétation de l'herméneutique. La mimésis 1 qui correspond à cette étape de préfiguration où l'expérience est pratique, elle n'est pas encore textualisée, elle est vraiment dans le concret de la pratique, elle est antérieure à la langue. On a l'étape 2 qui est l'étape de configuration, c'est vraiment cette étape de mise en texte, et par la mise en texte, par la narrativisation, on va créer une trame narrative qui positionne les différents événements dans un rapport de causalité. Donc c'est vraiment une trame logique qu'on inscrit dans le récit. Et enfin, la troisième démarche qui est la démarche de réception du texte, la mimésis 3, qui lui est une étape d'interprétation du récit. Mais je ne vais pas aller plus loin dans ces différentes étapes de l'herméneutique parce qu'on va l'illustrer. Donc, Joanne, si tu peux nous parler de la mimésis 1. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de vous montrer comment ces trois étapes de la mimésis peuvent vraiment être un outil pour aller dans la sélection. Et donc, pour ça, je vous propose de revenir un petit peu sur ma recherche doctorale. Qui commence ici en 2014. Donc, si on se plonge dans la mimésis 1, on est vraiment dans le temps de l'imprégnation sur le terrain. Finalement, je fais appel à la Joanne de 2014 pour vous expliquer que là, je suis en réunion de conception dans le cadre d'un projet culturel qui a lieu dans la ville de Mons en Belgique et qui est un projet participatif et citoyen où chaque citoyen peut venir amener une proposition dans ce cadre de ce projet culturel. Et donc là, par exemple, la vignette que vous voyez, c'est un moment de vidéofilature, une capture d'écran d'une réunion de conception qui a lieu en 2014 dans un bar dans une ville qui s'appelle Quem, juste à côté de Mons. Et à côté, l'idée n'est pas vraiment que vous puissiez vraiment lire, mais c'est pour vous expliquer, c'est une note de terrain, c'est vraiment la note brute qui peut ressortir de ce travail de terrain comme le travail d'observation. Donc, on est vraiment dans un temps d'imprégnation dans le monde des acteurs. Donc ici, on est bien au niveau de la mimésis 1, cette étape de préfiguration. Et pourquoi on dit que c'est préfiguration? C'est parce qu'on est dans une période de la recherche où la compréhension de l'action, elle est vraiment dans la pratique. Il n'y a pas encore, on se situe en deçà de la compréhension de l'action. Il y a peut-être des premières interprétations qui peuvent arriver quand on vit le terrain, mais il n'y a pas encore vraiment de structuration, de trame qui structure les observations. Et donc, voilà, on est vraiment dans cette étape. Et en termes de données, en fait, ce qu'on produit dans cette phase-là, c'est vraiment toutes les données observationnelles, les notes, comme Joanne en a parlé. Mais on n'est pas encore dans quelque chose qui est textualisé, qui est mis ordonné par des principes logiques qui seraient
plutôt liée à l'étape 2, en fait, quand on parle de son terrain. Et cette étape 2, c'est une étape qui émane aussi de nos discussions à 3 sur finalement comment on se replonge dans un corpus de données abondant, hétéroclite, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et est venue cette idée de mettre en place des entretiens narratifs. Donc François est notre promoteur de thèse à toutes les deux. Donc là, vous avez une capture d'écran de cet entretien en marche du terrain, qui est en fait le récit de mon expérience, où François me propose de raconter le terrain tel que je l'ai vécu. Donc, cet entretien s'est déroulé l'année dernière, en mai 2020. Il a duré environ 2 heures. Et en fait, durant cet entretien, j'en viens à positionner un événement communicationnel spécifique dont je vais vous parler par la suite, qui est la façon dont la thématique qui va relier le groupe durant ce projet culturel va émerger et comment elle va être mobilisée par la suite dans la suite des événements et dans la suite des interactions de ce projet qui est en fait la thématique de la montagne, qui va être le liant, en fait, l'imaginaire liant entre ces différents participants. Et je reviendrai là-dessus dans la prochaine minute. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on parlait de données abondantes et massives. Tu as fait cet exercice avec François pour tous les territoires que tu as observés, 7 territoires différents. Donc, non, dans le cadre de 3 territoires spécifiques. Ouais. Donc, tu as à chaque fois fait le récit de… Chaque territoire a eu son récit, son entretien narratif. Et donc, ça, cette étape de mise en récit de l'expérience de terrain, c'est l'étape qu'on appelle configuration en respect de l'herméneutique de Ricoeur et de sa triple mimésis. Et donc là, on se situe vraiment au niveau de la méthode dans l'étape d'une production de données parallèles, quelque part intermédiaires entre les données du terrain et l'analyse. L'idée, c'est vraiment de raconter le terrain, de raconter les observations, parce qu'on suppose que le récit permet de mettre dans un tout cohérent l'ensemble des événements. C'est le propre du récit que de créer un tout cohérent autour d'un schème, autour d'une structure narrative. Et donc, on exploite quelque part le potentiel du récit qui donne une place à chaque événement, en fait, dans le fait de raconter. On exploite cette caractéristique du récit pour nous, ensuite, en fait, faciliter, justifier et ancrer en fait les analyses qui vont suivre. Et donc ça, c'est la 3e étape, en fait, c'est l'étape de la refiguration où on réceptionne le texte qui raconte le terrain pour pouvoir mieux retourner dans les données, parce que l'idée, c'est vraiment de faire parler les données, mais d'une manière qui soit cadrée par un récit du chercheur. Donc, dans le cadre de ce temps, en fait, ce 3e temps, j'ai pu revenir j'ai pu analyser la manière dont j'ai vu ma propre expérience par le récit. Donc, c'est vraiment la réception de l'entretien narratif, donc ce temps de la mimésis 2. Si on reprend les termes de Ricoeur, c'est vraiment la façon dont j'ai vu mon expérience sur le terrain. Ensuite, il y a un 2e temps qui est le voir comme, qui est l'idée de comprendre la perspective du chercheur sur le monde qu'il décrit. En fait, c'est la première étape de formulation des hypothèses. Donc ici, on est vraiment sur la façon dont le chef du projet culturel dont je vous parlais va venir défendre au fil du temps cet imaginaire de la montagne pour recréer en fait du lien entre tous les participants du projet. Et puis pour finir, il y a cette dernière étape qui est l'étape du faire voir, qui en fait permet de placer sous les yeux de l'analyse, donc du chercheur, l'élément qui va lui permettre de voir l'événement de communication, l'événement constitutif. Donc ici, c'est vraiment de montrer finalement la mise en exergue de ces 3 modalités. Elle va vraiment nous permettre de mettre en lumière concrètement la démarche d'identification et de sélection d'un événement de communication, en montrant qu'un événement constitutif, c'est un événement à la fois singulier, qui est différent, discret, mais qui est aussi itératif.
qui va se répéter d'interaction en interaction via un lien tenu. Et donc là, c'est vraiment cette thématique de la montagne et comment elle va être défendue au fil du projet qui a vraiment émergé de ce temps de Mimesis 2 et finalement dans la réception de la Mimesis 3. Et donc, ça rejoint aussi les définitions qui ont déjà été données par les chercheurs de l'école de Montréal. Donc, un événement constitutif, il a cette caractéristique d'être singulier. C'est l'événement qui fait une différence dans une série de choses, d'observations qui se passent. Et donc ici, maintenant, ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est comment, en fait, effectivement, on articule les données entre elles, entre les données, d'une part, produites en Mimesis 1, qui sont les données de terrain, et les données produites en Mimesis 2, les données du récit du chercheur. L'idée, c'est vraiment d'articuler ces deux données pour répondre vraiment à cette obligation de scientificité et donc de fonder et d'ancrer vraiment le propos sur les données du terrain. Ça, c'est vraiment important. Le temps est court, donc je ne sais pas si ça peut Il reste une minute. Voilà. Donc, c'est vraiment, donc si on revient ici dans le premier temps, donc ce que je disais, c'est que ce qui est sorti de ce récit narratif, c'est l'émergence de cette thématique de la montagne. Et ici, on voit vraiment le moment où, dans la première réunion de conception que j'ai pu suivre, comment cette thématique a été défendue. Donc, on est vraiment sur l'idée d'un événement singulier où, pour la première fois, en fait, l'entretien narratif avec François m'a permis de retourner dans ce moment, dans mon corpus de données où cette thématique est sortie pour la première fois. Ensuite, on est sur l'idée d'un événement itératif, comment finalement cet événement de communication va devenir constitutif au fur et à mesure. Et là, l'idée, c'est de montrer comment le chef de projet, de réunion en réunion, a utilisé en fait ce thème de la montagne pour recréer du lien entre les participants. Et effectivement, dans mes données, j'ai pu trouver plusieurs moments qui correspondaient à cette récupération du thème. Donc là, dans l'extrait que j'ai choisi, on voit vraiment que le chef de projet rappelle aux participants que la proposition qu'elles amènent doit s'ancrer sur le thème de la montagne. Donc on est vraiment sur cette idée de retourner dans le corpus de données et de pouvoir sélectionner, identifier des moments très clairs. Donc oui, dans l'entretien, tu avais identifié le fait que c'était itératif, enfin que c'était, tu l'avais dit, que ça revenait de réunion en réunion. Et donc, il nous reste, voilà, le temps est écoulé, donc on va conclure rapidement, on répondra à vos questions pour éventuellement compléter ce qui n'aurait pas pu être dit. Mais donc, en conclusion, la méthode qu'on propose, c'était une méthode expérimentale. On l'a développée chemin faisant, avec des lectures, etc. Donc, c'était vraiment un travail collaboratif avec François. On était dans une conversation, comme tu le disais. Oui, c'est ça. Et donc voilà, je te laisse le mot de la fin, Joanne. Oui. Et donc, l'idée vraiment ici, c'est d'assumer la subjectivité propre à l'ethnographie, mais du coup, d'amener vraiment un outil qui permet d'être plus systématique et de démystifier un petit peu cette boîte noire du travail d'analyse et de pouvoir le mettre en lumière à travers les écrits qui pourront être produits. Et comme le disait Christelle en début d'exposé, c'est aussi renouer en fait avec les racines en fait de la CCO où Ricoeur est cité dans les premiers écrits dans les années 90. Donc voilà, c'est un petit peu la proposition de ce jour. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette belle présentation, cette première présentation de notre colloque. Donc ensuite, c'est Mathieu Chaput et Joël Basque qui vont faire leur présentation sur les approches constitutives de la communication organisationnelle et la question de l'identité. Regard croisé sur les recherches publiées en français et en anglais. Donc, bonjour à tous. Je vais partager la présentation PowerPoint. Voilà. Alors, Joël Basque et Mathieu Chaput, nous sommes tous les deux professeurs en communication organisationnelle à l'Université TÉLUQ, qui est la branche des études à distance du réseau des universités du Québec.
Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un article sur lequel on est en train de travailler, qui est en développement, en fait, qui est tiré d'un chapitre sur lequel on travaillait. On travaillait sur un chapitre pour le handbook sur la CCO, coédité par moi-même, Nicolas Bencherki et Tim Kuhn, qui devrait paraître dans la prochaine année aux éditions Routledge. Donc, auquel plusieurs d'entre vous avez participé. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, on travaillait sur un chapitre dans le cadre de ce handbook, un chapitre sur le thème de l'identité dans les approches CCO. Et donc, on avait, dans le cadre de ce chapitre, initié une réflexion sur l'identité, surtout sur les études en anglais, et qu'on a vu l'appel à communication de la FAS. On s'est dit qu'on allait partir de ce travail-là qu'on est en train de faire et essayer de voir un peu qu'est-ce qui se faisait dans les études en français, publiées en français. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, on va parler de l'identité, identité en CCO, on va comparer un peu ce qui se fait en français et en anglais et vous proposer quelques pistes de réflexion. Donc, je cède la parole à Mathieu. Oui, bonjour. On peut souligner d'emblée que la notion d'identité, c'est quelque chose qui est étudié depuis à peu près une quarantaine d'années. Dites pas que c'est vieux parce que j'ai 40 ans, donc je serais insulté. Enfin. Et donc, ce que je peux souligner aussi, c'est que depuis presque aussi longtemps qu'on s'intéresse à l'identité organisationnelle ou à l'identité dans les organisations, on remet aussi en question la pertinence de ce terme-là. On va se dire, est-ce que c'est vraiment différent, par exemple, de l'image, la culture? Est-ce que c'est quelque chose aussi d'existentiel, de profond, ou c'est un aspect gérable? Est-ce que c'est une donnée? Et donc la notion d'identité est à la fois très populaire et très contestée dans cette popularité, ou peut-être populaire parce qu'elle est contestée, ou peut-être contestée parce qu'elle est populaire, ou peut-être un peu toutes ces réponses. Ce qu'on peut retenir, c'est que les premières conceptualisations de l'identité mettent de l'avant la dimension centrale, durable, distinctive de l'organisation. Donc, vraiment, ce qui fait peut-être la composante peut-être permanente ou un peu ce qui ne change pas, en fait, et qui va justement nourrir beaucoup de critiques, notamment des chercheurs qui vont proposer des approches beaucoup plus constructivistes. Dans la littérature, il y a cette tension-là entre ce qui relève de l'identité. Est-ce que c'est une essence, une construction? Puis, évidemment, la notion d'identité soulève des questionnements existentiels au-delà même des organisations, là, je veux dire, depuis l'histoire de la réflexion humaine. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est cette idée-là de beaucoup de tension, de présence de pensée en termes de paradoxe et tout ça. Mais malgré tout, la grande popularité de cette notion-là, qui, en fait, pourrait importer pour un certain nombre de raisons, mais selon les perspectives que les chercheurs vont adopter pour en parler. Mais on va souvent la mobiliser comme étant quelque chose de très important pour justement mobiliser les troupes organisées autour d'un projet, fonder une identité, donc nourrir une certaine productivité, ou on va dire l'identité permet d'avoir accès aux interprétations du monde, aux récits, aux constructions de sens, etc., ou d'en faire un instrument de pouvoir, un outil de domination. Mais ce qu'on peut retenir à travers tout ça, puis c'est ce qui nourrissait notre réflexion à Joël et moi dans le cadre de cette présentation-ci, c'est la composante communicationnelle inhérente, c'est-à-dire de l'identité. Autrement dit, l'identité, c'est quelque chose qui s'exprime dans les conversations, dans les présentations de soi, dans les récits et d'autres choses. Et donc, c'est là où on a un lien à creuser entre approche CCO et thématique de l'identité. Je te passe la POC, Joël. Merci. Donc, on s'est donc penché sur les 4 approches qu'on peut associer au champ des CCO pour regarder s'il y avait des dimensions théoriques qui nous permettraient de penser l'identité. Et il y en a, en fait, dans les 4 approches. Donc, brièvement, si on pense à l'approche des 4 flots, théorisée par McPhee et Zhang, entre autres, on voit que l'identité est présente dans les 4 flots qui composent l'organisation. Donc, si on regarde la dimension de la négociation de l'adhésion, donc je pense que Nicolas avait une autre traduction plus tôt, donc membership negotiation, si vous me permettez le terme en anglais. Donc, en fait, ça, c'est lié à l'identification, à l'appartenance à l'organisation.
Si on parle de la structuration réflexive, donc ça suppose un travail identitaire au niveau de l'organisation qui se fait notamment par les textes. La coordination des activités, ça implique l'attribution des rôles et des identités qui sont liées aux activités de travail. Finalement, ça va de soi, le positionnement institutionnel, ben, c'est lié au développement d'une image et du positionnement de l'organisation au sein de son environnement. Donc, en ce qui a trait à l'École de Montréal, le lien est peut-être un peu moins direct, mais il y a quand même des éléments là aussi qui peuvent nous permettre de penser l'identité. Donc, l'identité est présente dans l'idée que l'organisation émerge des conversations qui se sédimentent en textes, qui sont ensuite récupérés par d'autres conversations, des textes qui peuvent gagner en autorité. Et donc, dans cette récursivité de la communication, on voit que ça nous permet de penser à l'idée qu'il y a un acteur collectif qui permet de se constituer. Donc, il y a aussi, suivant les travaux de Nicolas Bencherki, l'attribution des actions à l'organisation qui permet aussi de le reconnaître comme un acteur agissant. L'identité est aussi abordée par l'idée des différentes matérialisations de l'organisation à divers degrés, donc à travers divers modes d'existence. Et donc ça crée des effets de présence qui résultent de l'action des porte-paroles de l'organisation, qu'ils soient humains ou non. Finalement, on retrouve des idées similaires dans l'approche lumanienne, qui voit l'identité comme un processus de régulation, un processus autopoïétique qui est accompli par la communication, évidemment. Donc, l'organisation se distingue par sa capacité à se référer à soi-même comme entité, donc par sélection, par prise de décision. Et c'est ça qui lui permet donc d'interagir avec son environnement. Et donc comme entité distinctive et aussi de se maintenir en tant que système social. On a finalement les approches communicationnelles de l'organisation détaillées par notre collègue un peu plus tôt aujourd'hui. Et donc, dans cette approche, c'est le caractère organisant de la communication qui fait l'organisation. Et comme Carillon l'a dit dans son article en 2007, donc on voit l'identité comme une performance et une construction qui est faite par les discours. Et donc, ici, on a des ancrages théoriques un peu plus qu'on voit qui sont tirés de la sociologie, mais qui rejoignent les autres approches par la pragmatique du discours. À toi, Mathieu. Merci. Je vais essayer de ne pas trop vous tousser la suite de ma présentation. En fait, ce qui était à souligner, donc, en fait, une des observations qu'on a relevées, Joël et moi, c'est de dire que l'identité apparaît souvent dans les constructions théoriques, donc les approches SEO, comme étant quelque chose de central, donc à la fois un socle de ce qui fait l'organisation ou de ce qui rend la communication constitutive de l'organisation, mais en même temps, c'est un objet qui, disons, comme objet de recherche, c'est beaucoup plus périphérique. C'est pas quelque chose qui a reçu une très grande attention par rapport à beaucoup d'autres questionnements liés à des enjeux de recherche là, dans les perspectives CCO. Et donc, notre exercice pour les besoins du chapitre, on a cherché une manière d'abord de recenser la littérature sur ce thème-là, mais aussi de la classifier. Et donc, on avait proposé une catégorisation qui est celle qu'on vous présente ce matin, qu'on a finalement abandonnée pour les besoins du chapitre pour d'autres raisons. Mais essentiellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 3 temps ou 3 manières de penser le lien entre identité et approche constitutive. Les premières, et qui correspondent historiquement au début, disons, à l'émergence des approches SEO, on parlait il y a 20 ans, en début de colloque, donc c'est à peu près dans ces premières années-là. On va mettre de l'avant la dimension performative et constitutive de la communication, mais portant sur des phénomènes qui affectent essentiellement la constitution des individus, je reformule, des identités individuelles, et non pas celle des organisations elles-mêmes, ou la constitution des identités collectives de l'organisation comme une conséquence de ce que subissent les transformations identitaires que subissent et auxquelles participent les individus. Et donc, notamment, on va s'intéresser à des situations de changement organisationnel ou des épisodes de conflit. Une deuxième branche de travaux sur l'identité, en fait, ne parle, pour ainsi dire, pas d'identité. Donc, c'est un peu comment dire, c'est un peu tiré par les cheveux de notre part, mais parce que dans le fond, c'est toute une branche de recherche associée essentiellement à l'École de Montréal, où on va mettre de l'avant l'idée de matérialité dans la constitution de l'organisation
Et on va dire, en fait, il y a énormément de types d'agents qui participent, en fait, à rendre présent, à faire exister et donc, par conséquent, à rendre identifiable une organisation. Donc, les textes, les bâtiments, etc., toutes sortes de matérialités vont, en fait, permettre d'identifier l'organisation ou des objets comme étant des représentants de cette organisation-là. Mais encore une fois, la question de la problématique de l'identité, ou en tout cas le vocabulaire généralement associé à ce courant de recherche-là, en est exclu pour une large part. Et plus récemment, dans les dernières années, en fait, on voit là une émergence d'un emphase, d'un intérêt pour la question de l'identité collective, des identités de l'organisation, qui sont souvent pris comme synonymes, où là, en fait, on va mettre de l'avant l'idée de vraiment que l'identité est vraiment un socle autour duquel l'organisation se tient. Et ce qui est intéressant à observer à cet égard-là, c'est que cette mise en valeur de l'identité collective, de l'identité organisationnelle, va de part avec l'éclatement de la notion d'organisation. Donc, il était question tout à l'heure dans les discussions, notamment dans la présentation de Jean-Luc. Et donc, on dirait que plus la réalité organisationnelle ou l'existence d'organisation est mise en question, plus l'identité émerge comme étant un élément qui donne une certaine cohérence à cette réalité-là. Je peux passer à l'autre diapo. Et donc, ici, ce qu'on vous présente rapidement, c'est un tableau récapitulatif de différentes études qui s'inscrivent dans les 3 branches dont on vient de parler. Donc, comme je disais, il y a une dimension temporelle là, on peut voir une progression d'un thème à l'autre. Joël, je t'en prie. Oui, donc on a débuté l'exercice, on l'avait fait la classification pour les travaux plus en anglais pour le chapitre, on a débuté l'exercice de le faire en français, comme vous voyez, c'est peut-être pas complet, donc si vous avez des références à nous suggérer pour ajouter à notre revue de littérature, n'hésitez pas. Donc on est en train de développer cette revue de littérature et on voit qu'il y a beaucoup moins d'études, espérons qu'il en reste et qu'on n'a pas encore trouvé. Donc, rapidement, ce qu'on observe dans les études sociaux en français, c'est que contrairement en anglais, la catégorie du milieu est beaucoup moins garnie. Il y a quand même un intérêt pour les identités collectives et leur rôle dans la constitution de l'organisation. Une autre observation aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt des jeunes chercheurs. On voit qu'il y a beaucoup de thèses de doctorat. Dans 5 de ces références sont des thèses de doctorat. Mais ça se traduit peu en termes de publications, en termes d'articles. Donc, autre façon de vous présenter notre revue de littérature en développement. Il vous reste encore 2 minutes. Oui, merci Boris. On arrive à la fin. Donc, les recherches ici en rose, c'est celles en français, en blanche, c'est celles en anglais. Le défaut d'une catégorisation, hein, c'est qu'on se retrouve dans une catégorie et pas dans une autre, alors que, en fait, finalement, plusieurs de ces études-là pourraient chevaucher plus qu'une de ces catégories. Donc, on a essayé de voir si on pouvait les illustrer plutôt comme 3 pôles en tension et de voir quelles études, dans le fond, ferait le pont entre différents de ces pôles. Et donc, ça nous fait un petit peu un mapping là, de la recherche. Et on voit là où il y a plus de recherche en anglais et aussi on voit où en fait, il y aurait des possibilités pour d'autres recherches aussi. Donc, conclusion, Mathieu? Oui, donc en fait, ce qu'on peut remarquer, bon, si on essaie de faire une comparaison. Au départ, notre idée, c'était de faire une comparaison entre ce qui se faisait en français et en anglais, puis on se rend compte que cette distinction-là ne tient pas nécessairement la route pour différentes raisons, parce que, entre autres choses, la recherche anglophone notamment est aussi composée par des chercheurs dont la première langue est le français ou qui sont associés à des institutions francophones. Donc cette idée-là de distinction de langue, je ne dirais pas qu'il ne faut pas en tenir compte parce que je me ferais haïr par la totalité du pays, mais bref, elle peut être remise en question, elle peut être sublimée. On pourrait parler plutôt d'une certaine forme d'hybridation en fait entre ces traditions-là, notamment en raison des identités des chercheurs qui font cette recherche, mais aussi de par une certaine hybridité au niveau de la composition théorique conceptuelle. Nos collègues parlaient de Ricoeur, mais Ricoeur aussi, justement, à travers son travail sur la mimésis, est une source d'influence sur la recherche sur l'identité. Donc, il y a toutes sortes
d'hybridation, donc d'inspiration qui participe de ce champ-là, ce champ émergent-là qui est la recherche sur l'identité dans les perspectives constitutives. Donc, peut-être une des leçons qu'on s'était dit, c'était encourager les jeunes chercheurs, justement, donc qui font des mémoires, des thèses sur le thème d'identité, de publier en français. Publier tout court, certes, mais en français aussi. Et puis, aussi, une autre question, ce serait qu'on aimerait soulever, peut-être qui pourra faire partie de la discussion, c'est de dire, en fait, est-ce que la notion d'identité ne peut pas être un frein aussi à penser au-delà, justement, d'un certain vocabulaire? Je pense notamment au travail de Consuelo, Viviane et Benoît sur le branding, où est-ce qu'il était question de représentation, de mettre de l'avant, de faire valoir l'organisation, et donc, leur travail rejoint par plusieurs aspects la notion, les questionnements sur l'identité, de la même manière que François Lambotte écrivait un article récemment où il parlait de trajectoire, de socialisation, de subjectification, d'individuation, où là encore, en fait, les questionnements qui soulèvent sur le rapport entre individu et organisation pourraient être abordé sous le spectre de l'identité, mais qui ne... Donc, autrement dit, il y aurait peut-être manière aussi et peut-être que ça explique la difficulté à trouver une certaine littérature. Peut-être qu'on peut justement décloisonner le vocabulaire ou parler de même thème de manière différente. Puis, dernière réflexion, là, je conclurai là-dessus pour en fait dire que la thématique de l'identité reste quand même quelque chose de très prenant. Je pense à toutes les mouvances de contestation contemporaine s'articulent beaucoup autour de la notion d'identité. On peut penser seulement à Black Lives Matter et tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose au-delà du cadre strict ou élargi des organisations. Il y a vraiment, l'organisation se fait beaucoup autour de la question d'identité. Donc, je trouve qu'il y a aussi là, quelque chose qui serait exploré là, dans les prochaines années par la communauté des chercheurs en ceci. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Mathieu et Joël. Alors, c'est maintenant à Stéphane Couture de faire la dernière présentation de ce panel. Et sa présentation est intitulée Approche CCO et études sur les sciences, technologies et sociétés. Quelles similitudes, quelles différences? Donc, bonjour. Merci, en fait, merci pour l'accueil au sein de votre colloque. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis prof en communication, contrairement à beaucoup d'entre vous, pas prof en communication organisationnelle. Donc, mes intérêts de recherche, de manière générale, concernent, j'ai travaillé beaucoup sur les logiciels libres, activités numériques, valeurs et design technique, et sociologie de l'informatique et de la gouvernance d'Internet. Mon projet actuel porte sur la gouvernance d'Internet et des standards techniques. Et une des questions, en fait, j'ai mis ce diapo-là qui montre qui dirige Internet, mais plutôt comment Internet est gouverné. Donc, disons, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un peu proposer un dialogue autour de ça. Donc, ici, en fait, un terrain de recherche a fait l'objet récemment, en fait, d'un article dans le New York Times. Donc, le combat contre les termes offensifs en informatique, ce qui peut être intéressant, en fait, je vais y revenir plus tard. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de proposer un dialogue entre les approches, la CCO et la STS. Comme j'ai mentionné, je ne suis pas du tout un expert en CCO. Donc, il s'agit plus d'une contribution externe parce que plusieurs de mes collègues au département de communication sont dans la CCO et ça fait quand même un bout que je m'intéresse à ça de loin. Donc, moi, je suis plutôt ancré dans les perspectives STS. Donc, ce que je veux faire ici, c'est d'essayer d'articuler un peu ces deux perspectives-là, voir c'est quoi les similitudes et les différences et finalement proposer une perspective sur mes travaux d'une façon que je pourrais les rapprocher avec la CCO. Donc, première partie, études STS et approche CCO. Donc, je me suis basé ici sur le tableau de Schoeneborn et Blasch qui a été mentionné dans l'appel à communication. Je ne le présenterai pas en détail ici, là, mais disons, c'est plus un tableau pour moi qui me sert un peu à ancrer qu'est-ce que c'est la communication constitutive des organisations. Et je m'appuie en particulier sur l'École de Montréal que je connais
un petit peu plus, en fait, que les deux autres qui ont été identifiés par ces auteurs-là. Donc, je ne rentrerai pas en détail sur ce tableau-là parce que j'imagine que vous le connaissez. Dans les études STS, pour les personnes qui ne connaissent pas les études STS, c'est un champ interdisciplinaire qui a été créé dans les années 60 autour, en fait, de la fabrication, comment la science se fait, comment l'activité scientifique se fait, disons, socialement. Et vers les années 90, il y a eu un tournant vers la technologie autour de la construction sociale des technologies. Les études STS sont beaucoup ancrées autour d'une conférence annuelle, deux conférences, 4S, qui est plutôt américaine, et la IASST, qui est européenne. Donc, trois principaux courants qui m'inspirent beaucoup dans ces travaux-là et qui, à mon sens, rejoignent les perspectives organisationnelles. Donc, la première qui est la théorie de l'acteur réseau qui, évidemment, inspire beaucoup l'École de Montréal et qui met l'accent sur l'agentivité des non-humains, l'émergence des catégories plutôt que de les prendre a priori et l'idée de rassembler le social, de stabiliser les collectifs. L'autre aspect, l'ethnographie des infrastructures, pardon, il manque un petit S, comme relationnel, invisible, performé, donc dans lequel en STS, on va s'intéresser aux infrastructures socio-techniques sur lesquelles s'appuient les organisations ou même dans le cas d'Internet, c'est plus les agencements sociaux ici. Et encore là, excusez, c'est des trucs que j'ai rajoutés ce matin en préparant, Starr et Bowker. Et finalement, la coproduction et les imaginaires sociotechniques dans lesquels on s'intéresse en fait comment la société et la science se co-construisent. Donc, trois approches ici qui sont intéressantes en fait pour la comparaison. Je m'intéresse beaucoup justement aux approches performatives des infrastructures et des travaux francophones qui sont réalisés au CSI. Donc, par exemple, Jérôme Denis et David Pontil se sont intéressés beaucoup au travail de maintenance et de réparation, en particulier dans le métro de Paris, comment dans le métro de Paris, en fait, les signaux, la signalétique est réparée au quotidien, mais ils ont abordé également un peu la question de la réparation des infrastructures informatiques, ou comment les gens, les administrateurs de système, en fait, prennent soin des ordinateurs au quotidien. Dans le domaine de la gouvernance d'Internet, Francesca Mussiani a proposé un tournant vers les infrastructures qui consiste à plutôt que regarder, en fait, les institutions qui participent à la régulation de l'Internet, mais plutôt s'intéresser aux pratiques, en fait, de la gouvernance d'Internet, le doing et tout ça. Donc, ailleurs, bon, la pluralité, la performativité, le travail de plomberie, en fait, sous-jacent à la gouvernance d'Internet. Donc, quelques similitudes et différences que je vois présentement. Donc, des auteurs partagés, en particulier Lato, si on voit, si on se rapproche avec l'École de Montréal, une approche constitutive et performative des infrastructures de l'organisation, un accent sur les non-humains, la matérialité, et la place du discours dans le langage dans la constitution de la réalité, incluant la science et la technologie. Des différences, en fait, les notions d'organisation et de communication sont quasi absentes en STS. Elles ne sont pas pensées en tant que telles. Dans STS, on parle beaucoup plus de pratiques versus d'actes de communication. En STS, en fait, il y a une place du discours, mais pas moins de place pour les actes de langage. Comment les actes de langage, les actes communicationnels en tant que tels sont constitutifs de l'infrastructure ou de l'organisation. En fait, encore là, la question, en fait, en CCO, ce qui m'interroge en présentant ça, c'est quel est le statut, par exemple, d'Internet? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une organisation ou quel est le statut organisationnel des dispositifs qui parlent au nom d'Internet, si on veut? Donc, et est-ce qu'on pourrait parler, en fait, d'un infrastructuring plutôt qu'un organizing
suivant les approches STS. Donc, ce que je voudrais faire pour terminer, il reste quand même 6-7 minutes, c'est faire une perspective sur mes propres travaux sur la gouvernance d'Internet. Bon, la question, en fait, c'est justement, cette image-là, je la trouve assez intéressante. En fait, on pose la question qui dirige Internet? Et souvent, c'est une question que je pose à mes étudiants dans mes cours. Et ça crée beaucoup de confusion, en fait, parce que les gens ne savent pas trop, ne savaient pas qu'il y avait des gens qui dirigeaient Internet. Mais qui parle au nom d'Internet? Qui participe à la construction ou le maintien d'Internet et tout ça? Donc, ça, c'est comme la question large. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est qu'il y a plusieurs organisations qui participent à cette existence de l'Internet-là. Une des organisations qui m'intéresse dans le cadre de mon projet, c'est Internet Engineering Task Force. Donc, c'est une organisation informelle sur le plan légal qui a été créée en 1986 pour développer les standards d'Internet. C'est une organisation informelle, mais commanditée par des grandes compagnies comme Huawei, je ne suis jamais capable de prononcer ce nom-là, Google, Cisco, etc. Et le processus décisionnel, c'est ce qui s'appelle le Rough Consensus et le Running Code. Donc, le consensus approximatif et une preuve que ça marche, finalement. Ici, un des aspects ici, j'essaie de faire un peu une approche en tant qu'un acte de langage qui pouvait participer à la constitution de l'organisation, c'est le HOM. Donc, le HOM permet en fait de décider si un standard technique, un protocole qui est décidé dans ce cas-là va être accepté ou non. Donc, je vous donne un exemple ici d'une vidéo qui montre un peu cette dynamique-là. J'espère que le son va sortir. All right, don't sit down, Kathleen. So we're going to do two hums. The first one is to support adoption, and one is to not, to oppose. So the second one, it's like, do you support adoption of draft RHRD TLS 1.3 visibility as a TLS working group item? And the next one is, do you oppose adoption? Okay. Please hum now if you support adoption of draft RHRD TLS 1.3 visibility 01 as a TLS working group item. Thanks. Please hum now if you oppose adoption of draft RHRD TLS 1.3 visibility 01. Donc, j'espère que le son est sorti. Donc, vous voyez, en fait, on parle ici TLS, c'est un protocole, en fait, qui rend la transmission par des données sur Internet cryptographique. Et là, en fait, ce protocole-là est adopté à partir d'un dans une organisation, en fait, qui n'a pas d'existence légale. Donc, all right, don't sit down, Kathleen. Donc, ici, en fait, ce qui est adopté, en fait, c'est ce qui s'appelle des... Bon, je vais passer à travers ça, là, les requests for comments, je vais y passer rapidement parce qu'on arrive à la fin. Mais, donc, ici, la question que je peux poser à la fin, c'est de quoi le HUM, en fait, est-il constitutif au jeu? Donc, je ne l'ai pas abordé, mais en fait, ce qui est adopté par cette organisation-là, ce sont un protocole d'Internet, c'est un texte écrit en langage naturel qui spécifie en fait le fonctionnement de la communication informatique sur Internet. Donc, ce qui est ça ici. Donc, les RFC, c'est ce qui est publié par cette organisation, mais cette organisation-là n'a pas d'existence légale. C'est une organisation sans membership.
qui est adopté ou non, en fait, un protocole qui est adopté ou non sur la base d'un consensus approximatif exprimé sur la base d'un qui n'engage pas vraiment les parties prenantes, mais que les parties prenantes comme Google, ou Cisco, en fait, vont plus ou moins l'adopter. Mais c'est tout de même, tout ça est au cœur du fonctionnement d'Internet. On parle, par exemple, dans ce cas-ci, j'ai parlé ici, ça c'est le format le protocole pour envoyer des messages par courriel qui est adopté dans cette... Excusez-moi, il reste encore à peu près une minute et demie. C'est beau, j'ai terminé. Donc, de quoi le est-il constitutif au juste? Donc, je voudrais noter ici, à ce niveau-là, d'un point de vue méthodologique, ce terrain-là, en fait, les discussions se passent à la fois par des adresses de courriel, des listes de discussion par courriel, mais aussi des rencontres en présentiel dont tous les enregistrements sont accessibles, ce qui est intéressant d'un point de vue au niveau de l'accès aux données. En conclusion, l'approche CCO et STS, des postulats épistémologiques, ontologiques communs, des approches, en fait, souvent ethnographiques qui sont assez similaires, observer l'organisation, la technologie en train de se faire. En STS, par contre, il y a une grande absence. L'organisation en tant qu'organisation n'est pas particulièrement conceptualisée, ni la communication déjà. La CCO, ce que je me pose comme question, même à la lumière de ce que j'ai vu jusqu'à présent depuis le début de la journée, c'est quelle est la place des assemblages socio-techniques? Est-ce qu'ils sont instrumentales à l'organisation ou on peut les considérer comme une organisation également? Et finalement, quelle agentivité des protocoles, qui est la question, en fait, qui m'interpelle. Donc, merci beaucoup et désolé pour les petits problèmes techniques. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup à tout le monde pour ces belles présentations. On a à peu près 20 minutes, en fait, pour une bonne discussion maintenant. Donc, qui veut poser une question? Bien sûr, j'ai vu qu'il y a aussi plusieurs commentaires écrits dans notre document, mais peut-être il y a des gens qui veulent proposer des questions juste à vive voix maintenant. Nicolas. Oui, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation. Puis je trouve qu'au-delà de la question spécifique que tu poses, qui est très intéressante, je pense que tu soulignes quelque chose dont en tout cas moi je me suis rendu compte depuis un petit bout, puis je pense que Bertrand va nous en parler un peu plus tard dans sa présentation, qui est que dans les approches CCO, on n'a pas beaucoup de discussions très explicites des nouvelles technologies ou de l'informatique en tant que telle. On a souvent la technologie comme cadre théorique, justement, on emprunte à la tour pour parler du rôle des documents, des PowerPoint, etc., dans des interactions, mais c'est assez rare il y a très peu d'articles, en fait, à ma connaissance, hein, qui parlent vraiment d'outils informatiques, de logiciels, etc., sauf peut-être plus en Europe, justement. C'est les quelques Européens parmi nous dans CCO qui font ça, mais en Amérique du Nord, on n'a pas une tendance que je retrouve. J'espère que je me trompe, peut-être que d'autres ont des exemples. Réaction aux commentaires de Nico? Bertrand. Okay. Bertrand Forêt. Oui, bonjour à tous. Moi, c'était juste pour dire que j'avais beaucoup aimé cette idée du constitutif. Et j'adore un peu comment ça prend le contre-pied. On dit souvent c'est le langage qui constitue. Et là, le on est au niveau du proto-langage ou de l'onomatopée. Et faire l'hypothèse que ça constitue quelque chose, je trouve ça très rafraîchissant. Et donc voilà, c'était une remarque. Merci Bertrand. Élise Mas. Oui, bonjour. C'était une question pour Christelle et Johan et François. Votre présentation m'a aussi un peu fait penser à à la fois une forme d'auto-ethnographie et en même temps avec un rôle de François. Alors, est-ce que c'est un rôle de psychanalyste
assis derrière un bureau ou allongé sur un canapé. Enfin, je ne sais pas lequel psychanalyse les autres, mais voilà, j'aurais bien aimé comprendre un peu plus cette relation entre justement la manière de se raconter dans une forme d'auto-ethnographie du coup, et puis en 3 phases en plus, et le rôle que jouait François, à quel moment, à quelle phase, à chaque fois, enfin voilà, c'était ça qui m'interrogeait un petit peu. Merci Élise. Je pense que ça fait en plus le lien avec une question qu'il y a dans le Google Doc, je pense, de Consuelo. Je pense que le rôle de François à différents moments de ces numésis, autant de l'imprégnation, il faut savoir, enfin je parle pour nous deux, mais disons qu'il a été toujours très présent dans son rôle de promoteur. Ça a toujours été un travail en binôme. Et finalement, pourquoi c'est lui aussi qu'on a choisi dans ce temps de l'entretien. C'était une des questions qui revenait finalement, pourquoi pas, finalement le discours qu'on pourrait avoir, la façon dont on raconte son travail à son voisin ou à son directeur de thèse. Finalement, le fait qu'il soit autant intégré dans ce travail doctoral a fait ce sens-là aussi, de se dire qu'il est aussi inclus dans ce temps de la recherche et dans les différentes temporalités qui constituent cette recherche. Si on revient un petit peu sur ce qu'on expliquait, le temps passé, le temps d'arrêt, le temps interprété, il a toujours été un acteur dans ces différentes temporalités, dans ces différents moments où nous aussi on s'est raconté de manière différente en fait. Il y a peut-être un élément qu'on n'a pas dit, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais dans la proposition de départ, il y avait 2 dispositifs. C'était l'idée que moi, je fasse ce travail de narration. Alors après, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais dans le cas de Christelle, c'est un peu différent, parce que dans sa thèse, c'est plutôt les acteurs de terrain qui ont fait cette narration des événements a posteriori. Et donc, la proposition, même si ici on ne l'a pas fait, c'était aussi de réfléchir à la manière dont des narrations a posteriori par les acteurs eux-mêmes de l'action observée peut servir de porte d'entrée dans les données. Donc, enfin voilà, c'est juste pour décentrer aussi le propos vis-à-vis de moi. Mais donc, non, c'était pas ça. Donc l'idée, c'était d'utiliser une forme de récit a posteriori. Alors ici, soit fait par l'équipe de recherche, mais c'est ce que Nicolas Consuelo, François Coron avait fait la même chose avec les co-auteurs du papier qu'on a référencé, où là, c'était François qui a interrogé, je pense, Nicolas et les autres par rapport à leur expérience de terrain. C'est vraiment ça l'idée. D'accord. Après, peut-être pour compléter par rapport à… J'ai l'impression que tu étais intéressée de savoir un peu la dynamique, comment ça… justement. Oui. Le processus m'intéresse effectivement, et le type de relation et la manière dont vous interagissez, mais on pourra en discuter. Oui, il faut aussi savoir qu'on a des rencontres très régulières dans le labo, le LASCO. Tout ça, ça favorise beaucoup à des échanges assez soutenus. François organisait aussi des rencontres très soutenues avec les différents doctorants, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un historique qui fait que c'était parfois plus facile de parler de notre recherche avec François ou d'autres collègues, mais parce qu'il y a un rythme quand même soutenu dans la conversation, des choses qu'il ne faut pas peut-être redire, et puis aussi un vocabulaire commun, clairement, de comprendre. Et donc, bon, ça peut faire voir certaines choses comme en occulter certaines, parce que c'est vrai que du coup, il y a des choses qu'on ne doit peut-être pas expliciter, on ne va peut-être pas aller les chercher et les creuser, mais ça a un avantage de commencer aussi dans son récit, dans un contexte, je pense, où il y a le vocabulaire commun, il y a le suivi du début du premier jour du terrain jusqu'au moment… donc, c'était intéressant aussi d'avoir ça, je pense. Et dans mon cas, en effet, j'ai fait donc une ethnographie, et à 2 reprises, à la fin de chaque cycle d'accompagnement, donc c'est l'entrepreneuriat, j'ai rassemblé les acteurs, je leur ai demandé de me parler de l'année écoulée, de la raconter, etc. Et donc, c'était l'idée, comme François l'a dit, de confronter un peu la méthode narrative dans différentes applications
Et au départ, on était vraiment parti dans quelque chose de très expérimental et puis de tester. Et voilà. Et donc, mais c'est vrai que le fait qu'on ait une parole assez libre, enfin, Johan et moi aussi, on se parle beaucoup. Donc, tout ça, ça a peut-être aidé ou facilité ou donné envie de le faire aussi, quoi. C'est vrai que ça fait peut-être partie des choses sans être dans la psychanalyse, hein, parce que c'est vrai que souvent, parfois, on peut déborder, mais voilà, c'est dans la réflexivité plus que dans, je pense, la psychanalyse, quoi, clairement. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui était le premier, François ou Dany. Je vois 2 mains. François. Oui, François, en fait, a déjà partiellement répondu à la question parce que je me disais effectivement, est-ce que c'est également les acteurs eux-mêmes, en fait, qui font de la configuration, si j'ai bien compris. Et puis, bon, effectivement, ça a l'air d'être le cas. Et donc, j'ai bien aussi compris que c'était en fait un argument méthodologique que vous faisiez. Donc, c'est très intéressant. Mais je me disais aussi, là, pour revenir encore aux acteurs, c'est-à-dire, est-ce que selon vous, les acteurs eux-mêmes sont pris dans des situations de préfiguration, configuration et On n'entend plus. Ouais. C'était la 3e mimésis, je suppose, qui était dite par François. Donc c'est ça. Est-ce que en quelque sorte les acteurs eux-mêmes font également de la préfiguration, configuration et refiguration? Et donc en fait vous êtes comment vous composez avec ça, quoi? C'est-à-dire il y a votre propre position méthodologique, mais il y a aussi ce que font les acteurs eux-mêmes. Et voilà, il y a une sorte de récursivité, je sais pas si c'est le bon terme. Mais ça a été un enjeu constant, justement, de démêler les temporalités. C'était vraiment un enjeu constant de toujours savoir et d'essayer d'identifier dans les données, soit produites par le récit, soit dans les données ethnographiques, de voir dans quelle temporalité on était. Si je prends mon cas, je laisserai Johan après répondre sur sa recherche. Moi, j'ai donc fait parler les acteurs dans des entretiens collectifs où je leur demandais de raconter l'année écoulée. Et là, en fait, comment je m'y prends? J'ai la retranscription de l'entretien et j'analyse l'entretien comme un entretien narratif et j'essaie de déceler dans les expressions, dans le langage, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entretien que je prends vraiment comme étant produit dans une situation d'énonciation avec tout ce qu'il faut pouvoir voir dans l'entretien. Et de démêler les temporalités, quoi. Et donc, c'est vrai que dans l'entretien, parfois, il y a des projections, parfois, on reprend des idées qu'on avait déjà bien stabilisées, on va explorer. Il y a vraiment plein de temporalités et de choses différentes qui se passent dans un entretien, surtout dans l'entretien narratif, quoi, parce qu'il y a cette idée de faire la synthèse de ce qui s'est passé. En même temps, il y a des nouveaux éléments qui arrivent, qui ouvrent des pistes. Et donc, concrètement, pour être bref, c'est de l'analyser comme un entretien avec les outils d'analyse d'entretien, du discours, etc. Et surtout de démêler la temporalité. C'est vraiment le propre de la méthode, c'est de démêler les temporalités, quoi. Je pense que c'est ça que nous, en tout cas, on a vu une plus-value, c'est d'essayer de bien identifier, même si, bon, c'est probablement pas étanche, mais c'était l'enjeu, quoi. Je ne sais pas toi par rapport Non, ça relie ce que j'avais en tête. Et en lien avec ce que tu allais dire, je relisais en fait en diagonale la première partie de l'entretien narratif avec François et il y a vraiment l'idée de en même temps revenir sur la production. Enfin, je commence mon entretien narratif par exemple en revenant sur la production finale des différents participants du projet et en fait en revenant sur la production finale, sur le programme final de l'événement, je reviens, pour en arriver là, voilà la première étape qui est arrivée. Donc, et à travers ces moments-là, je parle autant de mon ressenti, de comment j'ai vécu cette première réunion de conception avec les acteurs, comment finalement les choses se sont mises en place au fil du temps. Donc, je pense que c'est vraiment cette question de la temporalité. Et c'est ce qui est vraiment riche, je trouve, dans le récit, c'est ce côté... cette manière de pouvoir lier toutes ces temporalités dans un temps qui est le temps où on raconte. Et puis, oui, si on le redemandait une semaine plus tard, ce serait différent. C'est vrai que ces aspects-là,
sont importants aussi. Mais c'est dans la situation d'énonciation, ça, où en effet, il y a des choses qui vont influencer ce qui est dit. Et donc voilà, je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup. Je voulais juste poser peut-être une question plus large, parce que d'où vient notre concentration sur l'identité organisationnelle, mais pas l'image? Parce que dans la littérature, c'est, à mon avis, toujours très connecté, mais je connais très peu d'études d'études en CCO qui portent sur l'image organisationnelle. Connaissance, nous non plus. Pour l'instant, mais justement, tantôt, je faisais allusion au branding. Bon, est-ce que branding va chercher des préoccupations semblables à celles de l'image? Là, il faudrait probablement que ce sera à Consuelo de laisser me répondre. Souvent, en fait, c'est-à-dire que la tension entre identité et image appartient historiquement à une espèce de dualité qui est en fait une des catégories que la CCO cherche à démonter, c'est-à-dire l'idée entre l'intérieur de l'organisation et l'extérieur de l'organisation. Donc, dans la littérature sur l'identité et l'image, généralement, l'image, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. On a l'organisation, c'est par exemple si vous êtes, je sais pas moi, sur Wall Street, puis là, vous voyez la rue Wall Street, là, puis là, vous voyez le centre de commerce, le centre des finances, puis on dit, bon, de l'extérieur, on voit l'image de l'organisation avec toutes les colonnes et tout ça, bon. Et puis, l'organisation serait ce qui se passe à l'intérieur, en fait, dans les rouages, les coulisses, les salles, les gens qui crient partout, bon. Donc, il y a cette donc, je pense c'est difficile de sortir. Puis justement, dans le chapitre, on a proposé, on essaie justement de monter un peu cette tension-là, mais je pense que c'est comme un vocabulaire dont on hérite et avec lequel il faut apprendre à composer, malgré le fait qu'il soit riche en présuppositions contre lesquelles, justement, les approches CCO, ça cherche à se positionner, là, mais ouais, je dirais ça, c'est mon amorce de réponse. Peut-être que Joël ou d'autres ont des choses intéressantes, plus intéressantes encore à dire à ce sujet. Non, tu as bien couvert le sujet, je pense. Consuelo, tu avais aussi écrit des commentaires là-dessus. Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ou non? En fait, Mathieu en a déjà un peu parlé, mais il y a comme un univers sémantique autour d'identité qui, moi, m'apparaît toujours très problématique quand on veut se pencher sur ce concept, parce que déjà, le concept d'identité organisationnelle, comme vous l'avez très bien montré, est très, 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 très développé depuis les années 40. Mais c'est ça, il y a d'autres, il y a les notions de branding, vous avez nommé culture organisationnelle, donc il y a comme une série de notions qui sont connexes, qui veulent dire plus ou moins la même chose, mais où les distinctions ne sont pas très, très claires. Et donc, moi, à chaque fois que je me dis, je pourrais utiliser ce concept-là, mais ce qui me freine, c'est de voir quel est finalement l'apport spécifique de la notion d'identité organisationnelle qui permettrait un éclairage, par exemple, dans ce cas-ci, pour nous parler de la constitution de l'organisation et qu'on ne pourrait pas faire avec un autre concept, par exemple. Donc, bref, c'est une question qui est assez large. Je ne m'attends pas à une réponse maintenant, mais c'est ça. Notamment, moi, je connais plus des travaux sur branding, mais une des choses que moi, je vois dans ces travaux-là et qui, en tout cas, m'interpelle, c'est que ça permet de sortir du cadre de l'organisation formelle. Donc, on n'a pas besoin de s'intéresser, par exemple, si on prend les travaux de Mumby, lui, il va parler dans son texte de 2015 de Organizing Beyond Organization. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on va voir quelles sont finalement des pratiques communicationnelles. Lui, il va parler de communicative capitalism. Donc, quels sont ces processus et pratiques communicationnelles qui établissent des relations finalement de consommation-production et qui vont au-delà d'une organisation. Donc, c'est vraiment finalement... et là, ça vient toucher, je dirais, à la fois la dimension individuelle dont vous avez parlé et la dimension qui est peut-être plus structurelle, sans nécessairement se pencher sur le branding de Apple parce que c'est pas nécessairement ça qui va l'intéresser. Là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant pour interroger autrement cette notion d'identité. Bref, c'est un commentaire plus qu'une question. Oui, si je peux me permettre, je pense que c'est déjà un peu la voie aussi qui est empruntée en CCO quant à la question de l'identité, parce qu'on voit qu'il y a des auteurs qui l'ont utilisé comme Dobruch et Schöneborn
pour étudier le collectif de hackers Autonomous ou Matt Kochman, ou c'est du travail interorganisationnel. Donc, c'est des organisations qui existent ou pas, qui se cherchent un peu et donc qui cherchent un peu à voir si on travaille ensemble, est-ce qu'on est vraiment un collectif ou non, tout ça. Donc, dont l'identité est menacée ou pas tout à fait reconnue. Et donc, on voit que c'est ce type d'études-là à date où justement le concept d'identité permet de voir justement comment quelque chose qui est une organisation qui n'a pas nécessairement d'identité peut se contester, avoir une action concertée, exister comme un acteur collectif. Donc, on peut voir entre autres que c'est un des domaines justement où la CCO contribue sur l'identité, mais il y aurait certainement d'autres champs, tant empiriques que théoriques, où la CCO pourrait contribuer sur cette question. Merci Je peux beaucoup. intervenir rapide, Maurice, sur l'identité? Oui, on a une question très rapide et aussi François Lambotte avait encore une question. Les dernières 2 questions, s'il vous plaît. Moi, c'est juste une remarque. Il y a une dimension, parce qu'on demandait qu'est-ce qu'apporte l'identité. Il y a une dimension d'identité, je l'ai mis dans les commentaires, qui me semble est souvent occultée, mais je me trompe peut-être, qui est les dimensions X égale X ou A égale A. Pour qu'il y ait une identité, il faut qu'une chose soit égale à elle-même. Et je ne sais pas s'il y a des travaux qui travaillent ça, alors qu'il me semblerait-il, ça apporterait au concept d'identité une notion de cohérence. C'est-à-dire, pour qu'une organisation ou un individu ait une identité, il faut qu'il ait une cohérence. Et me semble-t-il, c'est moins bon, bien sûr, on peut dire qu'il y a ça aussi avec l'image, mais me semble-t-il, c'est moins prégnant. Et je ne sais pas trop s'il y a des travaux qui ont repris cet aspect-là de la notion d'identité. X égale X. Il faut être soi-même. J'aurais tendance à dire chez les Loumaniens, peut-être, si je peux me permettre, chez nos collègues allemands, là, justement, autour de l'autopoïèse, c'est vraiment cette idée-là de l'organisation, en fait, devient reconnaissable comme telle parce que, justement, ces actions sont toujours faites autour des mêmes modèles de prise de décision, autour des mêmes valeurs. Donc, vraiment, c'est eux qui ont peut-être le plus développé cette idée-là, là, mais je pense que ça reste encore. Peut-être que ça pourrait être creusé tout à fait, là. Oui, c'est vrai, l'autopoésie, je n'y avais pas pensé. Merci. Content de te voir, Mathieu. Pareillement, Bertrand. Merci. Une dernière question de François Lambotte. Oui, je ne sais pas si c'est abordé dans l'article, mais par rapport aux questions de constitution de l'identité organisationnelle, je pense et la notion d'individuation, je trouve les terrains de l'entrepreneuriat intéressants. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un travail là où l'identité organisationnelle est en train de se constituer et elle entre aussi en conflit avec l'identité du porteur ou de la porteuse de projet. Et donc, ça fait aussi référence, voilà, il y a des conflits d'identité là que je trouve intéressants et qui sont aussi souvent pointés comme des facteurs d'échec dans la pérennisation de l'organisation, c'est-à-dire à un moment donné, comment l'auteur qui fait en même temps autorité arrive à lâcher prise sur son projet pour que d'autres personnes viennent à écrire la suite de l'organisation et participent à sa constitution. Enfin, voilà, c'est des pistes que je voulais mettre sur la table. Merci. Super, merci beaucoup François. Donc, ça termine notre panel pour ce matin. Je pense que maintenant, on va avoir une pause. On va manger quelque chose. Donc, en fait, le retour est prévu pour 13h30. Donc, je sais que pour les collègues européens, c'est un peu tard, mais vous êtes toujours les bienvenus. Donc, retour à 13h30, alors plus 6 pour les collègues européens, alors 19h30 pour la suite. Dans 1h30, quoi. Oui. Ça marche. Bon appétit à vous. Bon appétit tout le monde. Merci.